Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur cet espace dédié aux rencontres philosophiques. Bon, je suis désolé, mais je suis obnubilé par ces rencontres. Entre autres, dédiées entre autres aux rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. Mais ce n'était pas la vocation première de cet espace YouTube. La, la vocation basique, c'est de pouvoir éclairer la théorie que je défends depuis 25 ans maintenant. Et selon laquelle l'humanité, dans sa petite marche tranquille, quand on la voit de haut, hein, il faut être à quelques milliers de kilomètres d'altitude, euh, eh ben, l'humanité, elle chemine progressivement vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, évidemment, ça concerne les temps futurs. Hein. Il faudra peut-être quelques siècles, pas des millénaires comme certains pourraient l'avoir compris, mais des quelques siècles. Et donc, parce qu'il faut tenir compte de l'accélération du temps maintenant et de l'accélération de la montée de la conscience. On commence à prendre vraiment conscience de notre chemin tout doucement. C'est pas quelque chose qui vient à la lumière brutalement, mais qui va s'affirmer doucement. Donc, ça sera un accélérateur de progrès en fait. Mais l'humanité, elle a son rythme propre. Il faut décompresser des tendances, nos pulsions qui nous conduisent à nous affirmer aux dépens d'autrui, ce qui conduit aux guerres, à la violence, à la, à la, à la jalousie, au mépris d'autrui, au racisme, etc. Toutes ces valeurs qu'il faudra finir par abolir. Et on y arrivera, l'humanité y parviendra. Pour l'instant, elle n'a pas encore commencé à travailler sur sur les pathologies qu'on entraîne dans l'enfance, par une enfance maltraitée, une enfance à laquelle on va injecter des valeurs de mépris d'autrui, etc., ou de racisme. Bon, tout ça, pour l'instant, on ne, la société humaine, et curieusement, la société depuis 30 ans, elle est en recul sur ce qui se passait dans les 30 glorieuses, où une réflexion vraiment sur les causes commençait à poindre, et puis depuis que le néolibéralisme a pris le pouvoir, eh ben, il a un peu anéanti cette réflexion sur la complexité des choses pour rentrer dans la binarité. Lui, c'est le méchant, ça, nous sommes les gentils. Ça, c'est, enfin bref, des choses qui sont vraiment pas supportables, en fait, quand on les regarde un peu avec recul. Et donc, ben, on travaille pas sur les... On soigne le résultat et pas les causes des choses. Voilà, on va, cette société, elle laisse des systèmes maltraitants, des familles qui elles-mêmes maltraitent leurs enfants, etc. Et puis, on va soigner les conséquences de tout ça 20 ans après par la prison, par l'enfermement, par les soins psychologiques, alors que euh, la, la logique, l'intelligence voudrait qu'on vraiment qu'on prenne soin de, de l'enfance, des enfants, des familles, des enfants, etc., pour éviter ce genre de, de vie, on ne peut pas dire gâchée, parce que toute vie a son sens, etc., mais c'est des vies de souffrance. Et donc on est vraiment pas dans la bienveillance. Et pour un monde qui se dit judéo-chrétien, ben, il est à côté de ses pompes dans ce cas-là. Il ne cherche pas vraiment à aider
ces frères humains, au moins ceux qui affirment haut et fort être les descendants du Christ ou quoi que ce soit. Et qui ne se comportent pas du tout de façon christique, justement. Voilà. Alors, je reviens donc vers ces nouvelles, vers ces petites réflexions que je faisais un petit peu avant que les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon ne me prennent sous leur coupe et m'enveloppent de leur mysticité, parce que c'est assez mystique ce qui se passe. Ça fonctionne bien, d'ailleurs, je peux en parler un petit peu. Ça fonctionne bien, ça a l'air de plaire. Les gens reviennent. Et puis, voilà, tout s'enclenche d'une façon assez simple. Alors, voilà, on va essayer de continuer dans cette voie et puis de nous améliorer de rencontre en rencontre et d'année en année. Voilà, il y a déjà des idées pour l'année prochaine. Il y aurait peut-être le fait de faire des rencontres vraiment axées sur les femmes. Que ça soit une saison dédiée aux grandes mystiques de toutes les spiritualités. Voilà, bon, ça c'est une aparté. Alors, je voulais travailler aujourd'hui sur quelque chose que j'ai écouté cette nuit et qui m'a paru très intéressant. Alors, c'est une série, c'est toujours sur France Culture, c'est toujours avec philosophie, cette émission qui est importante à mes yeux, et j'espère qu'on ne va pas y toucher, que le système ne va pas se mettre à nous supprimer le seul endroit où la réflexion, ou la bienveillance, ou le calme, la tranquillité. Il n'y a pas de bruit, c'est pas de l'agitation, c'est tranquille, en fait. Donc, sur France Culture, il y a quelque chose de paisible qui est un peu à la nature de l'humain. Et on n'est pas dans l'agitation de certaines chaînes ou de certaines radios, etc., qui enivrent de bruit pour pouvoir nous vendre ce qu'ils vendent entre les discussions. Alors, la série, c'est le présent toujours perdu, la philosophie à l'épreuve du temps. L'épisode 2 est consacré à Hegel, 2/4. Seul le présent est frais, tout le reste est terne. Alors on va écouter, et puis, comme d'habitude, je vais commenter, etc. Alors j'ai encore pris beaucoup de temps pour l'introduction, mais on va essayer de faire des petites vidéos de 20 minutes. Voilà. Je lance. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Cette semaine, nous parlons du présent qui est si difficile à saisir et à penser. Aujourd'hui, Hegel et l'enjeu du présent. C'est avec Hegel au XIXe siècle que le présent a été désigné comme l'objet même de la philosophie. D'autres philosophes s'étaient intéressés à leur présent, en particulier Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, qui avait cherché à définir l'époque des Lumières. Mais avec Hegel, quelque chose se radicalise et se précise. Seul le présent est frais, tout le reste est terne, dit-il dans ses cours sur l'esthétique. C'est que pour Hegel, le présent porte en lui la trace du passé tout en le réélaborant, et ainsi il ouvre des possibles pour l'avenir. Ce travail, pourrait-on dire, qui se déroule dans le présent, est quelque chose de très important à ses yeux, car Hegel considère que la rationalité traverse l'histoire et qu'en fait la rationalité est elle-même historique, si bien qu'elle progresse de concert avec le progrès de l'histoire.
Dès lors, la question cruciale est celle-ci. Vers où pourrait aller le présent? Quelle rationalité va sortir de lui? Pour Hegel, le philosophe ne saurait rien penser de plus important que cela. Alors, donc, voilà, j'ai juste picoré à moitié endormi cette nuit et j'ai entendu quelques trucs, quelques bribes qui m'ont paru vraiment géniales. En tout cas, ça m'a poussé à réfléchir à ce présent et justement, la réunion d'hier, la rencontre d'hier était consacrée à Maître Eckhart. C'était Laurent Jouvet qui l'animait, qui en parlait. Et évidemment, l'idée du présent, même si ça n'a pas été vraiment très un axe important de sa conférence, mais l'idée du présent, c'est quelque chose de très important dans la mystique. C'est le seul moment où nous sommes en contact avec la réalité, en somme. Et donc, quand on est dans le présent, pour moi, par rapport à l'expérience que j'ai faite d'extase, on est dans l'extase. Alors, peut-être que le terme extase, justement, après avoir discuté avec Laurent Jouvet hier, c'est peut-être pas un terme qui est vraiment le plus juste ou le plus éclairant. De toute manière, les termes, quoi qu'il arrive, ne sont pas... sont sujets à caution tout le temps, sont toujours sujets à discussion. Si on parle de l'amour, ça va avoir 1000 significations différentes. Et c'est pareil avec l'extase. L'extase, pour moi, c'est l'accession, c'est la fusion avec le divin, c'est le moment où l'esprit est dans un présent absolu. Et par rapport à l'expérience que j'ai faite, de façon accidentelle, eh bien, j'ai bien vu que j'étais posé dans le présent total. Évidemment, le présent, il évolue. On est toujours dans le présent, même si on avance dans le temps, mais l'esprit, lui, ne se projette pas. À partir du moment où il ne quitte pas la contemplation de ce qu'il voit, l'état de présent absolu, pour penser à dans 5 minutes, dans 3 minutes, dans 1 heure, demain, qu'est-ce que je dois faire, etc. Dans l'état d'extase, le cerveau ne peut plus faire ça. Il ne peut plus se projeter. Et il n'a plus de lien avec le passé. Le passé qui nous travaille sans qu'on s'en rende compte, en fait. Par exemple, moi, là, je pourrais avoir un débit plus doux, plus tranquille. Je pourrais avoir plus de mémoire sur la philosophie. Mais quelque chose a fait que dans mon enfance, l'affolement dans lequel on m'a plongé, par exemple, fait que je ne retiens pas les choses. Je ne veux pas les retenir déjà. Je ne cherche pas à les retenir pour en faire quelque chose, pour en faire des conférences. Par exemple, quelqu'un qui aimerait faire des conférences, eh bien, son psychisme va être organisé pour pouvoir faire pour retenir les noms des auteurs, les phrases, etc., les concepts, pour pouvoir faire des conférences correctes. Et moi, non, je m'exprime comme vous le voyez, c'est-à-dire de façon laborieuse, de façon compliquée parfois, mais enfin, ça amène une certaine simplicité aussi. Ça permet aussi d'éclairer des choses qui sont difficilement exprimables. Parce que j'essaye de le dire le plus naïvement possible, ce qui s'est passé dans cet état d'extase. Et donc, ce passé, il influe l'instant, là, par exemple. Mais dans l'état d'extase, le passé, les traumatismes du passé, n'ont plus d'influence sur l'instant. On est libéré du passé et on est libéré de l'avenir. Et on ne se projette plus dans l'avenir. Et donc, le cerveau, l'esprit, il est bloqué dans le présent absolu. Et dans ce présent absolu,
il peut y avoir que la contemplation en réalité. On est face au monde, il n'y a plus d'interprétation du monde, on ne réfléchit pas et on ne se pose pas de questions sur si quelqu'un vient nous parler, on se fait toujours une idée sur l'autre, tiens, il est joli, elle est jolie, tiens, il a les yeux bleus, tiens, je sais pas, tiens, il me montre beaucoup d'ego, tiens, il est plutôt timide, tiens. Là, tout ça, ça marche pas. Dans l'état d'extase, on ne se pose plus aucune question. On est face à quelqu'un. S'il parle, on entend et on n'a pas besoin d'intervenir dans la discussion, de rentrer dans une contradiction, quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas le faire. On est juste en contemplation. Et on écoute, on entend, on voit. Et voilà. Et donc, le présent, c'est quelque chose de fondamental. Et quand un philosophe comme Kant et puis mais Hegel surtout, là dont on parle, un point fort sur le présent, seul le présent est frais, tout le reste est terne, parce que la fraîcheur, c'est l'extase. Même si peut-être c'est pas dit sous cet angle-là, et le reste est terne parce que ça n'existe pas en réalité. L'influence du passé, même si elle travaille, elle a sa raison d'être, parce que l'agitation dans laquelle elle me plonge, par exemple, fait que, eh bien, j'ai créé la mécanique universelle, voilà, ou que je fais ces rencontres philosophiques. Tout ça, c'est parce que il faut que je calme une sorte d'agitation intérieure. Si j'étais zen, j'aurais pas besoin de m'occuper de tout ça. Je serais en contemplation dans un endroit propice où je suis bien et où je passe le temps à succuler le temps et à succuler l'instant présent. Voilà. Mais bon, voilà, donc ça a une raison d'être, le fait d'être en déséquilibre, de ne pas être en harmonie totale. C'est grâce à ça que l'humanité se construit. Mais en même temps, l'humanité dans son ensemble cherche à atteindre cet état de sérénité. Et on l'atteindra. Il y a un moment où on va finir par atteindre cet état-là, selon moi. Voilà. Et donc, Hegel a compris la puissance de l'instant présent et donc de l'extase en réalité. Qu'on l'appelle extase, éveil, peu importe, qu'on l'appelle le nirvana, c'est que des questions de termes et ça n'a pas d'importance, quoi. Cette vision du présent qu'avait le philosophe Hegel soulève évidemment de nombreuses questions. J'ai donc le plaisir d'accueillir deux spécialistes de l'œuvre de Hegel. Bonjour Jean-François Kervégan. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment traduit et présenté pour les presses universitaires de France les principes de philosophie du droit de Hegel, livre très important de 1820, qui est en particulier important pour l'enjeu du présent. Vous avez aussi publié avec Bernard Mabille pour les éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Hegel au présent, une relève de la métaphysique, point d'interrogation ». Et bonjour Emmanuel Renaud. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre. L'un de vos livres, paru chez Vrin, est vraiment central pour notre sujet d'aujourd'hui. Il s'intitule « Connaître ce qui est, enquête sur le présentisme hegelien ». Alors je vous propose tous les deux, pour ouvrir incroyable. notre discussion, un extrait de cinéma. Moi, je me rappelle tout. Je me rappelle même comment t'étais habillé. Évidemment, il y a des trucs que j'aimerais bien oublier, mais... Tout ça, on n'a pas besoin. J'aime mieux le présent. C'est plus excitant, le présent. J'aime bien la musique, les choses qui s'abîment. J'aime bien les fleurs. Je pensais, tiens. L'amour. L'amour, oui, il faut le vivre, évidemment. Il faut vivre dans le présent aussi. Parce que s'il n'y a pas le présent, c'est pas vivant, ça meurt. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de comprendre ce qui m'arrive. Eh bien, pour comprendre ce qui m'arrive,
je peux pas comprendre le présent. C'est plus fort que moi. Bien sûr, ce que j'aime, ce qui m'intéresse, c'est cette chose qui m'échappe, que j'arrive pas à contrôler dans le présent. Et c'est pour ça que j'aime ça. Si, il y a beaucoup de choses que j'ai faites dont j'ai honte. Non, j'ai eu honte après. J'ai eu honte après parce que j'avais pas su reconnaître que c'était pas bien. Mais pendant, non. Pendant le présent, non. C'est pour ça que j'aime le présent. Parce que pendant le présent, je ne peux pas, ça m'échappe. Je ne sais pas ce qui arrive. Ça empêche de devenir fou, le présent. C'était la Alors, douce voix de Macha Merrill. mais on ne parle pas du même présent, en fait, avec le côté extatique, justement. Parce que dans l'extase, tout ce qu'on fait, c'est d'une cohérence absolue, tout simplement. Là, c'est un présent, c'est être présent à la vie, mais toujours dans le principe de la vie. D'où le fait de faire des choses qui, sans réflexion, mais qui pourraient, qu'on peut, qu'elle dit, pouvoir regretter, par exemple, après, avoir des regrets ou quoi que ce soit. Dans un état d'extase, on est dans une cohérence absolue et donc il n'y a pas, on peut pas agir de cette façon-là, par exemple, à mon sens, par rapport à mon Qui expérience. incarnait un personnage du film de Godard, une femme mariée, film de 1964, Charlotte, épouse de Pierre, jouée par Philippe Leroy. Et elle dit donc, on l'a entendu, Charlotte dit, on ne peut pas tout comprendre au présent, des choses nous échappent, mais c'est ça qui compte, c'est le présent, parce que lui est vivant. Et Est-ce que alors justement, au contraire, dans l'état d'extase, on comprend tout du présent. On le comprend, mais sans l'analyse, sans réflexion. D'ailleurs, donc on ne le comprend pas au sens intellectuel, comme il est dit dans cet extrait, mais on le comprend charnellement. On est au contact absolu du présent, de l'instant, et donc on est en harmonie avec le tout et avec une compréhension du tout. Mais c'est un état de contemplatif, en fait. C'est pas un état actif, euh, au moins dans l'extase, toujours. Hegel aurait pu dire cela, et au fond, est-ce que Charlotte, ce personnage, est philosophe, hein, Emmanuel Renaud? Je pense que oui, Charlotte, ce personnage est philosophe, ça, il n'y a pas à en douter, dans sa capacité notamment à faire apparaître toutes sortes de contradictions dont l'idée même de présent et l'idée de compréhension ou connaissance du présent est porteuse. Hegel aurait pu certainement dire que la seule chose qui l'intéresse, c'est le présent, même si pour comprendre le présent, il faut aussi s'intéresser au passé qui l'a produit. Il aurait sans doute pu dire aussi qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe dans le présent, parce qu'il y a une dimension de contingence irréductible dans toute réalité, qui pour lui vient de la nature, qui est fondamentalement contingente. Mais il n'aurait pas dit que ce qui importe, c'est ce qui échappe dans le présent. Parce qu'il aurait au contraire souligné que ce qui importe, c'est ce qui est susceptible d'être compris de ce qui nous arrive, et que nous sommes capable d'en comprendre assez pour satisfaire aussi bien nos intérêts de connaissance, notre volonté de comprendre ce qui nous arrive, et également pour satisfaire nos intérêts pratiques. Pour Hegel, ce qu'on comprend dans le présent, le comprend-on au présent? C'est-à-dire, y a-t-il un léger décalage malgré tout? Il y a un texte dont nous parle. C'est énorme, cette question-là. C'est vraiment une question de compréhension pure. C'est là où elle est... Géraldine Moulman, mais souvent les personnes, et c'était souvent des femmes qui ont animé depuis quelques années cette émission de France Culture. Mais là, cette phrase, elle montre que le fond est compris, quoi. Ça, c'est quand même incroyable. Le rond où il dit que la philosophie est la chouette de Minerve qui se lève la nuit. Y a-t-il un léger décalage temporel, au moins la nuit par rapport au jour, pour comprendre ce qui a été le plus important dans le présent? Parce que justement, dans l'état d'extase, je l'ai compris un mois après, en fait, quand je suis sorti de l'extase. J'aurais jamais pu comprendre ce qui se passait en théorie. Je ressentais les choses, j'étais
j'étais dans une compréhension absolue de ce qui se passait, de ce que je ressentais, de ce que je voyais. J'étais en éveil total, mais et sans agitation du tout. Donc j'englobais un espace de compréhension bien plus grand que quand je suis agité. Quand je suis agité, je comprends ça. Quand je suis à peu près paisible, je comprends ça. Et quand je suis en extase, je comprends tout ça. J'englobe tout ça. C'est une question de d'englober, quoi, en somme. Oui, oui, sans doute, mais sans doute qu'il faudra aussi distinguer différents types de connaissances. Donc la connaissance ordinaire, la connaissance du non-philosophe est forcément mise en échec par rapport à la profusion du présent, son aspect dynamique, les processus multiples qui sont en jeu en lui. L'ambition, je crois, de Hegel, c'est de produire une thématisation du présent qui nous permette de comprendre ce qui est véritablement en jeu actuellement. Hein, et donc ça, pour lui, et ça c'est ce qui semble très contre-intuitif par rapport à nos convictions contemporaines, eh bien, c'est la philosophie de l'histoire qui est le meilleur moyen de comprendre les spécificités Bien sûr. de notre époque et par là même aussi des tâches que nous devons affronter, des ressources qui sont également disponibles pour parvenir à les affronter de façon pertinente. Jean-François Kervégan, comment vous lisez cette œuvre majeure qui est celle de Hegel? D'un côté, Emmanuel Renaud précise à l'instant que quelque chose nous échappe au présent, mais d'un autre côté, il nous dit que ce qui est le plus important, on va pouvoir le penser, et peut-être même peut-on le penser au présent, ce qui est presque une gageure. C'est ça. Oui, enfin pour ma part, j'aurais tendance à ajouter à ce qu'a dit Emmanuel Renaud que Hegel, s'il avait vu le film et eu à commenter le dialogue que nous avons entendu, aurait peut-être dit oui, mais il y a plusieurs sortes de présents. Oui. Ou si l'on veut, deux présents. Bon, il y a le présent contingent. Aujourd'hui, il pleut, demain, il fera beau. Voilà, c'est comme ça. Oui. Hegel considère que tout ce qui relève de la nature, Emmanuel Renaud l'a déjà dit tout à l'heure, comporte une contingence qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est, bah voilà, c'est comme ça. Mais il y a aussi un autre présent, logé en quelque sorte dans le présent contingent, dans le présent immédiat, qui est le présent ou la présence du concept, de la pensée, qui peut s'appliquer à ce donné immédiat et contingent pour en extraire une compréhension qui excède le présent dans le présent. Donc c'est pas a posteriori, c'est vraiment pendant le présent, on peut le penser. Oui, mais pendant le présent et en pensant le présent, il cesse déjà d'être présent, d'où la métaphore de l'oiseau de Minerve qui prend son envol le soir, et quand le philosophe décrit un monde, c'est que ce monde est déjà en train de disparaître. Donc quelque chose est quand même perdu au moment où on commence à comprendre. La présence du présent, si je puis dire, est un peu perdue. L'immédiateté du présent est perdue, mais alors je dirais non, la présence du présent n'est pas perdue si l'on admet que cette présence du présent excède le présent. Ah, vous êtes d'accord, Emmanuel Renaud, avec cette... C'est une très jolie formule. Oui, mais en fait, on est un peu piégé par la multiplicité des acceptions possibles du terme présent. Hein, parce que, donc, présent, ça peut être simplement le présent temporel, l'instant fugitif. Donc, Et il me semble justement que, donc, Jean-François Kervéran, qui vient de parler juste avant, là, le considère ce présent comme le côté extatique. Alors après, il faut savoir si Hegel c'était bien ça, alors que l'autre présent, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a ces deux visions et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Justement hier, en discutant avec Laurent Jouvet, il y a eu cette discussion entre l'extase
brutale, en somme, qui nous arrive comme ça, et c'est celle que j'ai vécue, et puis une sorte d'extase qui monte, d'une sorte d'éveil qui se fait sur la longueur de l'existence, en douceur, tranquillement, jusqu'à atteindre cet éveil. Euh, voilà, c'est peut-être ça qui fait Et qu'il est énoncé a disparu. différence. Donc ça, c'est vraiment une modalité du présent, une conceptualisation du présent qui est thématisée dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit. Quand je dis maintenant, j'énonce quelque chose qui est déjà révolu. Oui. Donc il n'y a jamais de Voilà. maintenant en ce sens. Et puis il y a le présent d'un sens. Qui est aussi tous les maintenant. Oui, qui est aussi tous les maintenant, mais bon, dont le contenu change en permanence. Oui, et c'est là où on voit vraiment, c'est les deux. Il y a deux aspects. Il y a presque un aspect scientifique et un aspect mystique dans deux pensées différentes. Un penseur scientifique, un penseur mystique, et qui voit dans Hegel ces deux versions. Et comme d'ailleurs Hegel avait a engendré ces deux voies, une voie matérialiste et une voie spiritualiste entre guillemets. Et là, ça me paraît évident en écoutant ces deux chercheurs, ces deux philosophes. Et il y a aussi, je pense c'est ce que Jean-François Kervégan soulignait, le présent au sens de ce qui est actuel, au sens de ce qui existe en acte. Et ce qui existe en acte aujourd'hui, par exemple, voilà, le processus de réalisation dans l'époque de Hegel, Oui. le processus de réalisation des idéaux révolutionnaires. Ça, c'est un processus qui définit le présent, mais qui est un processus qui se développe dans le temps. Donc, ce présent, il a une dimension atemporelle, en quelque sorte, au sens où c'est ce qui est actuellement existant, et c'est ça que je dois chercher à comprendre. Et Pourquoi c'est intemporel ? Non, mais je veux dire qu'il est intemporel au sens où il n'est pas qualifié temporellement. C'est pas un présent qui serait celui de l'instant présent qu'on distinguerait d'un futur immédiat ou d'un passé. C'est ça qui va rester, c'est ça que vous voulez Ben, dire ? c'est ça qui se développe actuellement. Hein, donc, souvent, en fait, le concept, ce qui est présent, vorhanden, ce qui est donné en fait à nous, c'est quelque chose qui est présent, donc pas au sens de l'instant présent qui se distinguerait de l'instant passé, qui n'est plus maintenant, mais qui se distinguerait aussi d'un futur immédiat. Il englobe en définitive ces différentes dimensions que nous pouvons distinguer pour analyser précisément le développement de ce processus présent. Donc, par exemple, le présent, si notre présent, hein, faisons donc comme si nous étions dans la situation de Hegel, c'est celui de l'actualisation de la Révolution française, ça veut dire que c'est celui d'un passé, la Révolution française. Mais c'est aussi celui d'un devenir qui est gros de l'avenir, parce que ces idéaux, eh bien, ils ne sont pas encore complètement réalisés, ou peut-être qu'ils se réalisent d'une certaine manière qui va ouvrir à d'autres manières de se réaliser pour eux, puisque cette première forme de réalisation va se heurter à des obstacles, à faire apparaître sa dimension aporétique. Il y a un philosophe, alors c'était peut-être pas uniquement ou même vraiment un spécialiste de Hegel, il proposait des études d'histoire de la philosophie, c'est Alexandre Koyré ou Koiré, selon les prononciations. Et en 1961, dans ses études d'histoire de la pensée philosophique, il disait que le maintenant, puisque vous avez employé cette expression, le maintenant du présent, chez Hegel, est dirigé, il a une direction. Et au fond, ma question, c'est est-ce que ce qu'il y a à penser dans le présent, ce n'est pas sa direction, plus que le présent lui-même? Il y a des choses qu'on va laisser de côté, le fugitif, disiez-vous, mais Hegel fait partie de ces penseurs qui croient qu'il y a une direction. On peut ne pas le croire, hein, mais lui, il le croit. Vous seriez d'accord de dire les choses ainsi, Jean-François Kervégan? Oui, tout à fait. Complètement. Et je dirais même, dire qu'il y a une direction dans le présent, cela implique deux choses. Premièrement, que le regard qu'on jette sur le présent et la description qu'on en donne a un caractère normatif. C'est ce qui permet à Hegel, par exemple, de dire, alors je reprends l'exemple fondamental qu'a évoqué Emmanuel Renaud, depuis la Révolution française, le monde a changé de face, c'est ce que dit notamment la préface de la phénoménologie de l'esprit, et on ne peut rien là contre. Ceux qui, par exemple, voudraient, et dans toute son œuvre, il n'a cessé de polémiquer avec eux, s'imagine qu'on pourrait restaurer un état du monde antérieur à ce que cette révolution, avec toutes ces difficultés, ces drames, ces échecs, à ce que cette révolution a imposé,
mises à l'ordre du jour, eh bien ceux-là sont condamnés à l'échec. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo, mais c'est vraiment, évidemment, bien sûr que je souscris totalement à cette idée. Évidemment, c'est donc ce qui veut dire que l'humanité a une flèche, une direction, une finalité, en somme, ou euh, une recherche. Et cette recherche, eh ben, c'est, selon la mécanique universelle, c'est l'accession à l'extase. Bon, voilà, et on le retrouve chez d'autres penseurs, bien entendu. Et, ou le développement de l'esprit, peut-être pour Hegel. En tout cas, ce présent, qui bout à bout évolue tout le temps, parce qu'en réalité, c'est ça, la flèche vers le futur. C'est un présent qui continue, qui avance. Sauf qu'à un certain moment, ce présent-là, il sera dans l'esprit de l'humanité. L'humanité sera dans un présent absolu. Je ne sais pas par quel biais, comment ça va pouvoir se concrétiser, mais dans cet état-là, c'est un état de pure existence. Parce qu'en réalité, on n'existe que dans le présent. On n'existe pas dans le futur, on n'existe pas dans le passé. Quand on est en train de se remémorer le passé ou de remâcher son passé, ou par exemple, hier, voilà, il y avait ces rencontres, j'ai passé une bonne partie de la soirée à me dire « j'aurais dû », et je revoyais des moments où j'avais pas bien géré les choses, où j'étais un peu affolé ou quoi que ce soit. Donc pendant tous ces moments où j'étais dans ce passé, j'étais pas dans le présent. Voilà. Et puis les moments où je me disais bon, demain il faut que je fasse tel article ou que j'appelle tel, j'étais pas dans le présent. J'étais en train de me visualiser demain, en train de faire un article pour la presse ou quoi que ce soit. Donc en réalité, il n'y a que dans le présent qu'on est que dans la contemplation du présent qu'on est réellement en existence, qu'on est en pleine vie. C'est pour ça qu'en état d'extase, les grands mystiques du soufisme, par exemple, disent « je suis divin », parce qu'ils sont dans le présent absolu, et ce présent absolu, il est très difficile à atteindre, quoi qu'il arrive. Bon, on peut évidemment l'atteindre par accident, comme ça m'est arrivé, mais c'est pas notre conscience, notre esprit fait qu'on est tout le temps globalement dans un esprit ordinaire, dans un état d'esprit ordinaire. Et cet état d'esprit ordinaire n'est pas dans la contemplation du présent. Donc on n'est pas vivant la plupart du temps de notre existence. Selon moi, on est dans une illusion d'être vivant. On est dans une sorte de... on n'est pas véritablement vivant au présent totalement. On est vivant ce passé, vivant cet avenir, mais on n'est pas vivant pleinement, qui n'est que le moment où on est dans l'instant présent absolu, où l'esprit est bloqué dans l'état présent absolu. Et donc pourquoi on va chercher ça? Déjà pour être vivant, pour atteindre cet état de pleine vie, de vie pleine, de vie absolue. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc je vais arrêter pour cette vidéo. Je vous remercie et n'oubliez pas de mettre des pouces si vous sentez que ça a un peu d'intérêt. Je suis désolé, c'est laborieux parce que je suis fatigué et que je me remets à ces vidéos. Donc il va falloir que je reprenne un peu de poil de la bête comme je faisais avant. Et voilà, je vais peut-être aller faire du vélo pour faire la prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et donc, mais je ferai une petite vidéo de présentation pour voir que les prochaines vidéos des rencontres, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse les voir en immédiat. Voilà, justement, au présent. Quand ça sera filmé de manière à ce que on peut les voir in situ directement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.